Le plus récent et le plus marqué des épisodes de refroidissement climatique, connus sous le nom de Dryas, correspond à un bouleversement brutal survenu il y a environ 12 900 ans. Pour les populations de l'époque, cette transition fut un véritable désastre. Après avoir commencé à tirer profit de la relative stabilité climatique du début de l'Holocène, elles furent brutalement confrontées à un monde glacial et marqué par l'effondrement des équilibres écologiques. L'effondrement de l'âge du bronze. Entre 1200 et 1150 avant Jésus-Christ, durant cet effondrement, plusieurs grandes puissances du monde antique disparurent brutalement. La civilisation mycénienne en Grèce, les royaumes anatoliens à leur apogée, ou encore le nouvel empire d'Égypte. Dans le Levant, des cités florissantes comme Ougarie, jadis au cœur de réseaux commerciaux prospères, furent détruites ou abandonnées. L'écriture disparut dans certaines régions, les populations chutèrent et les structures politiques s'effondrèrent. Les causes de cette crise restent incertaines, mais il est probable qu'un ensemble de facteurs ait convergé, des sécheresses prolongées provoquant famine et instabilité, des tremblements de terre dévastateurs et la désorganisation économique liée à l'effondrement du commerce international. Ces fragilités rendirent les États vulnérables aux conflits internes comme aux invasions extérieures. Face à cette instabilité chronique, les survivants n'avaient que trois choix. Fuir vers des régions isolées, s'intégrer tant bien que mal à de nouvelles sociétés, ou lutter férocement pour leur survie, dans un monde de plus en plus violent. La disparition des systèmes d'écriture dans de nombreuses régions entraîna une immense perte de savoir. Les générations suivantes durent repartir presque de zéro, privées des outils intellectuels et des archives culturelles accumulées par leurs ancêtres. La survie devint alors l'unique priorité, reléguant au second plan le luxe, l'éducation et les productions artistiques. Beaucoup de grandes cités ne se relevèrent jamais, et le monde d'après l'effondrement se révéla profondément différent de celui d'avant. De nouvelles puissances finirent par émerger des ruines, telles que les Néo-Assyriens, les Phéniciens, ou encore les premiers Grecs. Mais pour ceux qui avaient traversé cette période, elle resta l'une des plus sombres de toute l'histoire humaine. Bien plus tard, l'Europe fut secouée par une autre ère marquée par la violence. L'époque viking, qui s'étend approximativement de la fin du 8e au début du 9e siècle. Elle débuta par le célèbre pillage du monastère de Lindisfarne en 793 et fut caractérisée par une vague de raids menés depuis la Scandinavie. Les Vikings ciblaient principalement les colonies côtières, les églises et les centres commerciaux de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée. Leurs attaques s'expliquent par divers facteurs. Une croissance démographique en Scandinavie, des tensions politiques internes et la recherche de richesses. Les villages côtiers, faiblement protégés, étaient des proies faciles. Les longs navires vikings surgissaient sans prévenir, glissant silencieusement dans la brume avant que leurs guerriers ne déferlent, incendiant les bâtiments, pillant trésors et denrées et réduisant en esclavage les survivants. À partir du XIe siècle, les raids vikings commencèrent à décliner, en partie parce que nombre d'entre eux, notamment les Normands, s'étaient installés durablement sur les terres qu'ils avaient autrefois pillées, devenant des souverains plutôt que de simples envahisseurs. Le renforcement des défenses, notamment grâce à la construction de châteaux de pierre et à l'organisation de véritables ripostes militaires, rendit les raids vikings de plus en plus difficiles. Par ailleurs, la conversion progressive de la Scandinavie au christianisme provoqua des transformations culturelles qui découragèrent les pillages à grande échelle. Quelques siècles plus tard, les invasions mongoles des XIIIe et XIVe siècles figurèrent parmi les campagnes militaires les plus destructrices de l'histoire. Sous l'autorité de Gengis Khan et de ses successeurs, les armées mongoles s'élancèrent des steppes d'Asie centrale pour bâtir un empire colossal englobant la Chine, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et certaines parties de l'Asie du Sud. Leur succès reposait sur une cavalerie redoutablement efficace, un tir à l'arc maîtrisé à la perfection, une guerre psychologique terrifiante et une capacité unie à s'adapter à tous les terrains. Des cités entières furent rasées, leurs habitants massacrés ou réduits en esclavage. Ceux qui y résistaient subissaient des représailles impitoyables. Les chroniques rapportent des pyramides de crânes érigées pour terroriser les peuples voisins. Même la reddition ne garantissait pas toujours la clémence, certaines villes ayant été épargnées, tandis que d'autres furent malgré tout pillées et détruites. La violence atteignit un niveau sans précédent dans des centres majeurs comme Bagdad, jadis capitale intellectuelle et culturelle, qui fut réduite en cendres. À partir de la fin du XIVe siècle, l'empire mongol commença à se fragmenter sous l'effet de rivalités internes et de la résistance croissante des populations locales. Si cette période fut synonyme de destruction massive, elle favorisa aussi certains développements, comme l'intensification du commerce sur la route de la soie et un accroissement des échanges culturels entre l'Orient et l'Occident. C'est dans ce contexte fragile qu'éclata la peste noire, l'une des pandémies les plus meurtrières de l'humanité. Entre 1347 et 1351, elle ravagea l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie, emportant entre 25 et 50 millions de vies. Propagée principalement par les puces vivant sur les rats, mais aussi par transmission directe entre humains, l'épidémie semble avoir pris naissance en Asie centrale, avant de suivre les routes commerciales.
Elle atteignit l'Europe via des navires marchands débarquant en Sicile, puis se diffusa à une vitesse terrifiante, frappant aussi bien les villes que les campagnes reculées. La peste se déclenchait brutalement. Les malades développaient une forte fièvre, des frissons, des vomissements, ainsi que des ganglions lymphatiques enflés et douloureux. Dans la majorité des cas, la mort survenait en quelques jours à peine. Des familles entières furent décimées, et les rues empestaient l'odeur des cadavres en décomposition. Beaucoup cherchèrent des explications dans la religion, voyant dans la peste une punition divine. Certains mouvements de pénitence infligeaient des flagellations publiques pour expier les péchés collectifs, tandis que d'autres, en quête de boucs émissaires, s'en prirent aux minorités, provoquant notamment des massacres de communautés juives. La guerre de 30 ans, qui déchira l'Europe entre 1618 et 1648, illustre bien cette spirale de violence. D'abord déclenché comme un conflit religieux opposant catholiques et protestants dans le Saint-Empire romain germanique, il s'élargit rapidement en une lutte générale impliquant la plupart des grandes puissances européennes, motivée par des ambitions politiques, des rivalités territoriales et des alliances mouvantes. Cette guerre plongea l'Europe centrale, et en particulier les États allemands, dans un chaos profond, population décimée, économie ruinée et souffrance extrême. Les armées, qu'elles soient locales ou étrangères, ravagèrent les campagnes, pillèrent les villages, incendièrent les habitations et massacrèrent les civils. Beaucoup de soldats, souvent des mercenaires mal payés, survivaient uniquement en terrorisant les populations et en s'appropriant leurs ressources. Aucune ville ni aucun village n'était véritablement à l'abri. Les lignes de front changeaient constamment, transformant des zones jusque-là sûres en champs de bataille du jour au lendemain. Les habitants n'avaient souvent d'autre choix que de fuir, abandonnant leurs terres et leurs fermes pour échapper aux exactions des armées. La faim et les maladies s'avéraient aussi meurtrières que les combats eux-mêmes. La guerre prit finalement fin en 1648 avec les traités de Westphalie, qui redéfinirent les frontières politiques et consacrèrent le principe de souveraineté des États. Mais malgré la paix, une grande partie de l'Europe, surtout l'Allemagne, demeurait en ruine. La reconstruction fut lente, et il fallut plusieurs générations pour relever l'économie et rétablir une stabilité durable. Un autre drame d'origine humaine, le Holodomor, frappa l'Ukraine soviétique en 1932. Cette famine catastrophique, responsable de millions de morts, résulta directement des politiques de Joseph Staline, notamment la collectivisation forcée et les quotas de réquisition de céréales qui dépouillèrent les paysans de leurs réserves alimentaires. Si les autorités soviétiques nièrent à l'époque l'existence d'une famine, de nombreux historiens considèrent aujourd'hui le Holodomor comme un génocide, car il visait spécifiquement la population ukrainienne pour briser sa résistance au régime. Les villages étaient contraints de livrer des quotas irréalistes. Les agents soviétiques, armés, confisquaient tout, non seulement les excédents, mais aussi les denrées de base indispensables à la survie. Ils fouillaient les maisons, saisissant le blé, les légumes, le bétail, et même les semences prévues pour les futures récoltes. Ceux qui tentaient de cacher un peu de nourriture risquaient l'exil, les camps de travail ou même l'exécution. Le Holodomor prit fin en 1933 lorsque les réquisitions alimentaires diminuèrent. Mais le bilan humain était déjà colossal. Des millions de morts et un traumatisme culturel profond. Pendant des décennies, l'Union soviétique supprima toute mémoire de cette tragédie. Ce n'est qu'après l'indépendance de l'Ukraine en 1991 que la véritable ampleur du désastre fut reconnue. L'événement laissa une marque durable sur l'histoire ukrainienne, alimentant un ressentiment durable contre le régime soviétique et renforçant l'identité nationale. La Chine connut sa propre catastrophe avec le Grand Bond, en avant 1958-1962, l'une des périodes les plus dévastatrices de l'histoire moderne du pays. Cette campagne ambitieuse visait à transformer rapidement l'économie rurale en une société socialiste industrialisée. Mao Zedong espérait que la mobilisation de masse et l'effort humain pourraient compenser les limites technologiques et infrastructurelles, en augmentant simultanément la production agricole et industrielle. Cependant, les politiques adoptées étaient profondément défaillantes et entraînèrent l'une des famines les plus meurtrières du XXe siècle, provoquant des souffrances extrêmes et la mort de millions de personnes. La collectivisation forcée fut l'une des mesures les plus marquantes. L'agriculture privée fut abolie et les paysans regroupés en grandes communes. Ces fermes collectives imposaient des horaires de travail rigoureux, avec de longues journées et peu de repos. Parallèlement, l'État fixa des quotas de production irréalistes. Pour tenter de les atteindre, les responsables locaux gonflaient souvent leurs chiffres, amenant le gouvernement à confisquer d'énormes quantités de céréales, convaincu que la récolte était excédentaire. Cette politique aboutit à une pénurie catastrophique, exacerbant la famine et la détresse des populations rurales. En 1962, le Grand Bond en avant avait échoué de manière évidente, et les politiques furent progressivement abandonnées. On estime que la famine, le travail forcé et la répression gouvernementale causèrent la mort de 30 à 45 millions de personnes. L'autorité de Mao en fut temporairement affaiblie,
et des dirigeants plus pragmatiques mirent en place des mesures pour rétablir une certaine stabilité économique. Même après l'amélioration des conditions, le traumatisme laissé par le grand bond en avant marqua durablement la société chinoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à aimer et à partager vos réflexions dans les commentaires sur l'une des périodes abordées. Abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo et découvrir davantage de contenus historiques. Merci encore, et à bientôt.